Aujourd'hui, je suis avec Léa, plus connue sous le nom de Je ne suis pas jolie. Du coup, on avait envie de vous faire une petite vidéo sur l'éducation. Je pense que vous l'aurez compris, Léa, pour moi, c'est un peu genre la référence. Non, c'est un peu en train de devenir quand même, j'avoue, la référence en termes d'éducation bienveillante, positive. Je sais que t'aimes pas trop le terme bienveillant, ouais, plus positif, voilà. De par son podcast hyper intéressant sur la maternité, ses vidéos depuis qu'elle a son petit Gaspard qui a maintenant 20 mois, qui ont évolué un peu sur cet aspect-là, et le fait que ce soit vraiment pour toi quelque chose de très important et une passion. Que voilà, je sais que tu lis beaucoup dessus, que tu te renseignes beaucoup, et du coup tu es quand même assez calé sur le sujet. Bah, c'est bien aussi de se dire qu'on peut apprendre de personnes qui sont plus jeunes que nous et pas forcément toujours des aînés, quoi. Non, mais c'est sûr, après, c'est vraiment, en ce moment, on entend beaucoup parler, tout ce qui est, voilà, éducation bienveillante, positive, tant mieux, parce que ça se démocratise, entre guillemets, il y a de plus en plus d'ouvrages. Alors, c'est un peu le risque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que, genre, il y a une recette magique, t'apprends dans les livres comment faire, et après, bah, ça marche super bien. Et en fait, on en reparlera peut-être avec les questions que tout le monde voilà, se pose, mais il n'y a pas de recette magique, donc pour moi, plus on partage, plus on dialogue autour de ce sujet, plus on arrive à capter en fait ce qui nous parle pour nous. Et l'idée, c'est pas de recopier ce que l'un fait ou l'autre fait, c'est surtout d'adapter à sa sauce, quoi. Ouais. Effectivement. Alors, du coup, j'ai lancé la question sur Instagram pour savoir quelles questions vous vous posiez. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues. Ouais. Je pense qu'on est face aux mêmes problématiques, qu'on a un enfant de 4 ans comme moi ou un enfant de presque 2 ans comme toi. On fait tous face à des problématiques qui sont récurrentes et on est un peu désarmés. Enfin, on est souvent désarmés parce que quand tu as un enfant, l'enfant il vient pas avec le mode d'emploi et tu fais des tests, t'essaies des choses, ça marche pas, t'en essaies d'autres et des fois tu es complètement désemparé et tu sais pas comment réagir. Et je l'ai bien compris dans vos questions, c'est le cas de beaucoup d'entre vous et je vous rassure, nous aussi. Ah oui, complètement. Tous les jours on fait face à des situations où faut se remettre en question, on n'a aucune leçon à donner, on est juste là pour partager nos ressentis de maman et notre expérience en fait, parce qu'on apprend au fur et à mesure, comme tout le monde. La première question, c'est comment adopter une éducation bienveillante? Alors moi, le mot bienveillance, c'est un mot qui est assez controversé parce que la bienveillance en fait c'est vouloir le bien d'eux, et tous les parents, même ceux qui ont des gestes violents, même ceux qui crient beaucoup, même ceux qui punissent, veulent le bien de leurs enfants. Ouais, je pense qu'à la base c'est comme pour ça que tu fais des enfants. Exactement, et on entend beaucoup de c'est pour leur bien, je fais ça pour leur bien. Donc le mot bienveillance il est un peu galvaudé, mais pour moi c'est plus une éducation respectueuse. Dans le sens où je respecte tes droits, je respecte ton intimité, ton corps, tes besoins, voilà, c'est dans ce sens-là. Après on peut dire aussi non violent, mais la violence, chacun a son curseur, voilà, c'est très subjectif. Donc vous appelez ça comme vous voulez, mais comment l'adopter? Alors encore une fois, pour moi il n'y a pas de recette magique, on n'apprend pas à être parent dans les livres, ça je suis complètement d'accord. Par contre, il y a des livres qui peuvent nous ouvrir un petit peu les yeux sur certaines situations et nous ouvrir le chemin sur une autre façon de penser. On a tous notre vécu, la façon dont on a été éduqué, la relation qu'on a avec nos parents, avec notre environnement. Et en fait, quand tu deviens parent, malgré toi, tu reproduis beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est scientifique. C'est la normalité pour toi, en fait. Exactement. Et puis en fait, dans le cerveau, 98% des choses que tu fais tous les jours, tu les as déjà fait hier. Ouais. Donc en fait, voilà, je vulgarise énormément, mais quand tu t'intéresses aux neurosciences, tu te rends compte que tu as des schémas qui sont inscrits dans ton cerveau, en fait, et que les 7 premières années de ta vie, tout ce qui constitue ton environnement, ton éducation, etc., ça conditionne aussi ce que tu vas être en tant qu'adulte, et après ce que tu vas être en tant que parent. Ça ne veut pas dire que c'est irréversible. Si vous avez une éducation très violente, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une éducation respectueuse envers vos enfants. Simplement, ça va demander aussi de remettre en question et de travailler sur tout ça. Le premier truc qui est très important pour moi, c'est de s'informer énormément. Parce que quand on sait comment fonctionne scientifiquement, entre guillemets, le cerveau d'un enfant, alors il ne s'agit pas de faire des DU de biologie, neurosciences et tout, mais aujourd'hui il y a plein de ressources qui sont hyper accessibles, et si tu veux je te passerai des liens que tu peux mettre en barre d'infos, ça peut être pas mal. Voilà, des podcasts, des articles de blog, c'est hyper intéressant.
Et puis surtout se rappeler que c'est un chemin et comme on le disait au début, chaque jour on se remet en question et il faut pas trop s'en demander d'un coup. Vous pouvez petit à petit en fait décider de changer certaines petites choses pour que de plus en plus vous ayez une relation apaisée avec vos enfants. Voilà, en gros. Je pense que tu as bien répondu à la question. Pour moi, adopter une éducation bienveillante, c'est surtout être à l'écoute de ses enfants en fait. Et essayer de ne pas les considérer comme des adultes, enfin, de ne pas se dire qu'ils pensent comme nous, et attendre des choses, des réactions d'adultes, alors qu'en fait ce ne sont que des enfants. Moi, souvent avec Ella, je me suis trouvée dans des situations où j'avais pas conscience de ce qu'elle avait compris en fait. Des fois, nous on se met dans une position, on se dit bah voilà, pour nous ça nous paraît évident, mais elle, son point de vue est complètement différent et elle n'a pas du tout appréhendé la situation de la même manière. Donc pour moi, c'est surtout ça aussi, essayer de me mettre à sa place pour essayer de résoudre ce qui se passe dans sa tête, parce que au lieu de me braquer et de penser uniquement comme moi je pense, quoi. En fait, c'est vraiment répondre aux besoins de son enfant, mais c'est des besoins qui, comme tu le dis, sont différents des nôtres. Quand un enfant il a un caillou dans la main, il le fait tomber dans une bouche d'égout. Pour nous, c'est un caillou qui est tombé dans une bouche d'égout. Pour eux, c'est quelque chose de dramatique. Et en fait, on a souvent tendance à dire arrête de faire ton cinéma, c'est bon, c'est pas grave. En fait, pour eux, c'est minimiser ce qu'ils ressentent. C'est comme si toi, tu t'éclates la tête par terre et que les passants, ils sont là, ils disent c'est bon, vas-y, c'est pas grave, allez, relève-toi. Et nous, ça nous paraîtrait fou si c'était entre deux adultes. Mais en fait, auprès des enfants, on fait énormément, on minimise énormément leurs émotions, leurs réactions. Ouais, je pense que c'est important de comprendre à quel âge ils appréhendent les choses, enfin, essayer de comprendre comment fonctionne et à quel rythme se développe en fait leur cerveau pour que ça se passe mieux au quotidien. Ouais, leur capacité et tout. On va passer à la deuxième question qui est la question la plus posée. Je pense que tu t'imagines bien quelle est cette question. C'est comment gérer les colères, les crises d'un enfant en extérieur ou à la maison. Il est vrai qu'à partir de 18 mois, je dirais, on commence à faire face à ce genre de situation. C'est plus facile d'être un parent bienveillant avant 18 mois, à mon sens, qu'après, parce que une fois que l'enfant commence à s'exprimer et à avoir des frustrations, etc., c'est là que naissent un peu les colères et les crises de pleurs, etc. Et comment réagir face à ce genre de situation. Donc je vais te laisser déjà nous dire toi comment tu réagis avec Gaspard. Alors déjà il y a un truc très fréquent, on en entend beaucoup parler, c'est le truc du Terrible 2. Déjà le Terrible 2, il y a une super vidéo de Maya, que je te donnerai le lien, qui parle de ça, qui dit qu'en fait rien que de catégoriser ça comme le Terrible 2, allez ça y est, il rentre dans le Terrible 2, en fait ça te met dans une position qui pour moi ne t'engage pas à chercher comment accompagner au mieux ton enfant. En fait, c'est pas une fatalité, faut pas se dire oh là là, parce qu'en fait le Terrible 2 dans plein d'autres pays ça existe même pas, et pourtant ils passent tous par le même stade de développement. Faut simplement se dire que, comme tu l'as si bien dit, c'est juste un moment où ils arrivent à exprimer en fait leur frustration. Et que nous on se dit ah là là ça y est, il est dans la période, etc. Mais il n'y a pas de règle, il n'y a pas de période. Et l'idée c'est pour moi, ce n'est pas d'apprendre à gérer la colère ou dans le sens trouver une solution. C'est plutôt accompagner l'enfant dans ces frustrations-là. Souvent on me dit oui, mais si on le frustre jamais, la vie est genre pleine de frustration, comment il va faire plus tard? En fait, pour moi, c'est pas en mettant des obstacles volontairement à ton enfant et en le frustrant de plus en plus que tu vas le préparer à vivre ses frustrations plus tard. L'idée, c'est à partir du moment où il commence à justement avoir des tempêtes émotionnelles, à avoir des crises par rapport à des frustrations, l'idée c'est de se dire comment est-ce que je peux moi l'accompagner. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de pleurs, ça veut pas dire qu'il y aura pas des situations où vous vous sentez désemparé, mais c'est surtout de se dire qu'est-ce qu'il vit en fait, comment je peux lui apporter de l'empathie et lui montrer que je suis là s'il a besoin. Mais il y a des enfants aussi qui te repoussent quand tu veux les accompagner dans ces moments-là. Et l'idée, c'est pas de se dire ah bah c'est bon, du coup il a plus besoin de moi. L'idée, c'est de se dire ok, comment je peux être là
pour l'aider à traverser ce moment qui est tout aussi difficile pour lui. C'est ça vraiment qu'il faut se mettre en tête, c'est que ces moments-là sont très difficiles pour nous en tant que parents, mais sont extrêmement difficiles pour eux, parce qu'il faut imaginer que dans leur cerveau, c'est Hiroshima. Ouais. Ça explose dans tous les sens et c'est très difficile. Et il y a une phrase, moi, qui m'aide beaucoup, c'est de se dire que ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Un enfant, quand il est dans un supermarché, je prends souvent cet exemple-là. Ouais, ça arrive très souvent. Parce que voilà, à l'âge de 2 ans, on a ce truc-là de oui, il veut tous les jouets, il veut toucher à tout, etc. Un enfant, dans un supermarché, il y a des stimulations visuelles, des stimulations auditives, des stimulations de plein de choses, des sens. Je veux dire, rien que nous, dans un supermarché, tu passes 2 heures, t'es au bout de ta vie. Nous-mêmes, on se fait avoir, on devient complètement... T'as envie de tout acheter, t'as envie de tout avoir nous-mêmes. De tout toucher, il nous voit toucher tout, enfin, il voit même tout le monde toucher voilà, tous les articles, etc. Et demander à un enfant de 2 ans de se contenir et de ne toucher à rien et de ne rien vouloir, etc., c'est impossible pour eux. C'est-à-dire que le cerveau est en ébullition. Je veux dire, à cet âge-là, il y a 40 milliards de neurones qui se connectent en même temps. Enfin, donc il faut vraiment se dire, ok, à ce moment-là, je me mets à sa place. Comment est-ce que je peux l'accompagner dans ce moment-là pour pas éviter les crises, mais plutôt l'aider à se concentrer sur quelque chose. Je vais lui donner des petites missions, je vais lui demander d'aller chercher les pommes, on va parler des courses qu'on est en train de faire, de ce qu'on va manger ce soir. Je vais essayer en fait d'être en connexion. Et moi j'ai remarqué avec Gaspard de plus en plus, parce que voilà, justement il grandit de plus en plus, il arrive de plus en plus à s'exprimer et à exprimer quand il a des frustrations, qu'il n'est pas d'accord, ou tout simplement quand il y a un trop plein. Plus tu es connecté à ton enfant, moins ça part dans tous les sens. Ouais. Et c'est pas facile. Honnêtement, quand toi-même t'es dans ton truc, que t'es tout seul avec tes enfants, que tu fais ta liste de courses, etc., t'as pas forcément le temps d'être connecté à ton enfant, mais par des petites choses, par, voilà, comme on disait, pousser un petit caddie, mettre les pommes dans un sac. Certes, ça prend plus de temps, c'est vrai, ça prend plus de temps, mais ça se passera mieux. Des fois, il faut faire des choix. Et après, en extérieur, il y a beaucoup le regard des autres. Ça, c'est une question qu'on m'a posée aussi. Regard des autres, est-ce que ça a un impact sur ta façon d'éduquer ton enfant? Est-ce que ça a un impact quand tu es à l'extérieur sur tes réactions en fait? Je dirais que non pour t'avoir vu agir. C'est très difficile le regard des autres parce que on se sent vite jugé en tant que mauvais parent, que tout ça. Alors que concrètement tout le monde passe par là quoi. Déjà tout le monde passe par là et puis en plus je veux dire personne n'a quoi que ce soit à te dire. Des personnes qui vous connaissent pas et même des personnes qui vous connaissent, même les proches, etc. C'est votre façon de faire. Et vraiment le seul conseil que je donne moi à des futures mamans, de futurs parents de premier enfant, c'est écoutez-vous et écoutez votre enfant. Et très souvent, quand vraiment tu te connectes à ton enfant et que tu écoutes ses besoins et tes besoins, parce qu'il ne s'agit pas de s'oublier, hein, pas du tout, parce que tu peux pas t'occuper de quelqu'un si toi-même tu penses pas à toi, tu te rends compte que beaucoup de choses se solutionnent, tu vois. Je veux dire, des fois ton enfant il a la clé en fait. Même sans le savoir, quand tu te mets à sa hauteur, que tu l'écoutes, etc., vous arrivez à trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est possible. Et plus ils grandissent, même à l'âge là, tu vois, toi, tu le fais beaucoup. Des fois, en fait, il suffit aussi de leur demander quelle est l'alternative pour eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui est acceptable pour eux et pour toi. Quand dans un vlog, tu parlais du fait qu'elle avait coupé un t-shirt avec son ciseau, le fait de répondre à son besoin, pas en l'engueulant et en la punissant, en disant voilà, mais en lui proposant une alternative pour répondre à son besoin de couper quelque chose qui est acceptable pour toi, à savoir des chutes de tissu, c'est génial parce que toi ton besoin il est rempli, à savoir ne pas abîmer les choses que je t'achète ou que tu as ou les affaires en général, et elle son besoin il est rempli parce que elle est en train de couper comme elle avait envie d'expérimenter les ciseaux, etc. Ouais, puis sur le moment, du coup, ils sont encore plus heureux que tu aies compris la problématique, quoi. C'est ça. Et en fait, ça n'a rien de... Je veux dire, on n'en fait pas, comme on entend souvent, des enfants rois en répondant à leurs besoins. Au contraire, un enfant qui aurait été écouté, qui aurait été encouragé dans ses élans, parce que au final, tu peux te dire que ce genre d'activité, ça travaille la motricité fine, voilà. Si tu cherches un petit peu plus loin que simplement le fait que ton enfant a découpé son t-shirt, et tu peux y voir du positif. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ce lâcher prise là, qui est pas toujours évident, on est d'accord, mais ça te permet en fait de voir autrement en fait. Et Maya, dont je parle beaucoup parce que c'est une personne dont j'aime beaucoup le contenu, elle parle de changer de lunettes. C'est vraiment ça, quand tu changes de lunettes sur une situation,
Ça te permet, tu vois, de vraiment voir les choses différemment, comme quand on force un enfant à manger. Ça paraît normal pour plein de gens. Genre tu vas finir ton assiette, finis ton assiette, etc. Par contre, toi t'es invité chez les gens, la personne elle te dit non par contre vous sortez pas de table tant que vous n'avez pas fini votre assiette. Tu te dis je reviens plus chez vous. Voilà, mais c'est plein de choses comme ça donc. Ouais c'est vrai. Moi je pense que le lâcher prise c'est hyper important dans ce genre de situation. Moi je dirais pas qu'il n'y a pas. Enfin personnellement avec un enfant de 4 ans, je dirais que j'ai quand même pu constater des phases où il y avait plus de conflits que d'autres pour Ella. Il y a des phases où elle est hyper épanouie, elle est hyper bien et elle est pas frustrée du tout. Et puis il y a des phases dans l'année où c'est un peu plus compliqué. Ouais, avec l'environnement. Ouais, je pense que ça va aussi avec l'école et la fatigue. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est normal en fait concrètement, je pense que jusqu'à l'âge, puis même adolescent, ils vont passer par des phases aussi de ce genre. Il y a toujours ça va, ça vient, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Le lâcher prise c'est hyper important, c'est de se dire en fait, moi j'avais tendance, mais après c'est vrai que on a un métier qui est quand même assez stressant dans le sens où on bosse souvent de la maison avec les enfants et enfin moi voilà j'ai ma fille, souvent quand je travaille et tout donc je peux être vite stressée par des situations. Le lâcher prise c'est hyper important, j'essaie toujours de me dire est-ce que c'est vraiment grave avant de m'énerver parce que voilà ça sert à rien de m'énerver en fait pour des choses qui sont en réalité pas du tout graves et plus vous vous énervez vous, plus l'enfant va s'énerver et c'est un peu genre l'effet boule de neige donc en cas de voilà de bêtises comme les gens ont tendance à dire ou de crise ou de colère, j'essaie toujours déjà de me dire est-ce que c'est vraiment grave? Non, en général, à moins qu'elle ait tué quelqu'un, c'est pas vraiment grave. Même si elle a cassé quelque chose, enfin je veux dire, moi, nous aussi en tant qu'adultes on casse des choses, on renverse des choses, voilà, c'est pas si grave. Voilà, la faire participer, lui faire comprendre que bah, voilà, nous aussi ça nous arrive, mais quand ça nous arrive, comment on réagit nous? Et bah, on va essuyer, on va ramasser, voilà. Si elle est en colère pour quelque chose, j'essaie toujours de comprendre pourquoi. Donc je vais rester avec elle, elle va crier, elle va pleurer, je vais être avec elle, je vais la consoler, puis je vais essayer de comprendre pourquoi. Et quand je suis pas d'accord avec elle, bah, j'essaie de lui faire comprendre que moi, pour moi, je suis pas d'accord. Je comprends que elle le ressente pas de la même manière, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit contente? Voilà, essayer de démêler le conflit comme ça en fait, enfin, la colère de l'enfant, essayer de la comprendre, essayer de la recevoir et de trouver une solution acceptable pour tout le monde, comme tu disais, et pas me braquer à dire bah non c'est non, non c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Alors effectivement, on est d'accord qu'il y a des situations qui ne sont pas acceptables. Pour moi, il est hyper important qu'Ella soit polie. Voilà, après on a tous notre ressenti. Je la forcerai jamais à embrasser quelqu'un ou quoi que ce soit, mais voilà, un bonjour, un au revoir, merci, voilà, pour moi c'est des choses qui sont normales. Elle a 4 ans, elle a un âge où voilà, pour elle, c'est quand même pour moi normal. Après, il y a des choses où ça sert à rien de la forcer à faire comme moi je veux en fait, concrètement, il n'y a pas de raison valable. Et c'est ça, il faut vraiment se remettre en question là-dessus. Et c'est comme ça qu'on arrive à dénouer des situations qui, en fait, avant, on aurait tendance à la punir et à se braquer, et à dire voilà, elle fait des caprices, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais en fait, si on se met un peu à sa place 5 minutes, on se dit. Ça reste une enfant de 4 ans. Ça reste un enfant. En fait, est-ce qu'elle a vraiment la maturité nécessaire pour comprendre ce que moi je comprends? Non. Pas du tout, en fait, elle le comprend comme elle le comprend, et moi je le comprends comme moi je le comprends. Voilà, donc après il n'y a pas de recette miracle. Pour le supermarché, je suis complètement d'accord. Dans toutes les situations en général, quand on sort en extérieur, pour moi, le secret, le mode d'emploi, c'est juste d'anticiper les choses et de vous organiser. Complètement. Voilà, vous savez que vous allez au restaurant, prenez-lui un cahier et des crayons. Vous savez que vous allez prendre l'avion avec votre enfant, organisez-vous pour qu'il ait de quoi s'occuper. On ne peut pas demander à un enfant de rester assis pendant 1 heure ou 2 ou 10 quand on prend un avion ou dans un supermarché à rester assis dans le caddie.
alors qu'il n'est pas du tout habitué à rester assis sans rien dire. Oui, non, mais ce n'est pas possible. Pour l'enfant, le corps ne peut pas rester, et on le voit bien dans les classes et dans les maternelles, et ils y reviennent vachement. Le fait de laisser les enfants se lever, bouger, etc. Être autonome et faire des choses c'est indispensable pour eux. Je veux dire, à ces âges-là, ils ne peuvent pas, c'est impossible pour eux d'être dans l'immobilité comme ça pendant des heures, à moins d'être sous la contrainte. Voilà. Et au bout d'un moment, ben... Et moi, concrètement, quand je vois Léa qui réagit avec Gaspard, je me dis que en fait, bon, ils ont clairement, c'est clairement logique en fait. Et des fois, bon, par exemple, quand Gaspard, qui ne sait pas encore vraiment parler, il dit juste quelques mots, crie, et là, est passé exactement par la même phase à son âge, bah, c'est son moyen de s'exprimer en fait. Ouais. Donc en fait, toi, t'es en extérieur, t'as ton enfant qui crie, qui pousse des cris forts. La première réaction qu'on aurait tous, c'est de dire chut, tais-toi, arrête, et essayer à tout prix de le faire arrêter parce que ça te stresse, c'est une situation qui peut te stresser. Ouais. Vous, ça vous stresse pas du tout. Enfin, de mon point de vue, ça vous stresse pas. Moi, c'est vrai que c'est le genre de situation qui m'aurait stressé direct. Et je serais limite, peut-être au bout d'un moment, si ça dégénère, partie avec l'enfant pour stopper le truc. Mais en fait, concrètement, est-ce que c'est vraiment grave que ton enfant pousse des cris? Si tu l'écoutes et que tu commence à essayer de l'orienter sur autre chose, souvent bah, ça s'arrête très vite en fait. En fait, c'est une manifestation d'une situation qui est soit inconfortable pour lui, soit qu'il est fatigué, soit qu'il essaie de te dire quelque chose. Il essaie de dire quelque chose, et c'est vrai que cette transition de je parle pas encore mais je comprends tout, là on est vraiment dans cette phase. Gaspard, il est au niveau motricité, il y a pas de... Enfin, je veux dire, ça fait très longtemps qu'il marche, etc. Il court maintenant, il a vraiment ce besoin, tu vois, de se dépenser, de monter sur des trucs et tout. Par contre, au niveau de la parole, pour l'instant, il n'en voit pas l'intérêt. Alors, mais il comprend tout, tout ce qu'on lui dit, par contre. Ouais, il comprend vraiment tout. Donc, c'est une période qui est assez intéressante pour nous et frustrante pour lui parce que il veut s'exprimer, il sait ce qu'il veut, mais il n'arrive pas encore à se faire comprendre. Alors, la langue des signes aide beaucoup. Qu'il signe parce que ça, je pense que ça évite beaucoup de frustration. C'est ça. Et du coup, bon, c'est vrai que, oui, comme tu dis, il y avait cris, etc. Mais c'est vrai que en fait, quand tu essaies de comprendre ce qu'il y a aussi derrière, des fois tu te dis ok, là je suis dans une situation qui ne supporte pas, tu vois. Typiquement quand on faisait les courses, là à un moment donné je me suis retrouvée seule avec les deux petits, bon et là elle était sur son petit cahier, elle était trop contente, et Gaspard je voyais qu'il comprenait pas très bien ce qui se passait, tu sais, il a pas l'habitude lui, on va jamais faire les courses. Bien sûr. Et en fait à un moment donné je l'ai pris dans les bras et en fait il voulait juste regarder et pas être simplement dans le caddie, et voilà. Des fois, il faut regarder un petit peu plus loin que... Et des fois aussi, il faut pas hésiter à cet âge-là à s'organiser pour ne pas l'emmener faire les courses en fait. Clairement. Si on peut, franchement. Et faire les courses en fin de journée, après une longue journée, la fatigue, le stress des parents, le stress de l'enfant. Des fois, il y a juste des situations où si on peut faire autrement, on fait autrement. Des drives. Voilà. Et après, à l'âge d'Ella, ça devient beaucoup plus gérable parce que c'est ce qu'elle veut maintenant, et du coup voilà, quand clairement on l'a mis dans le cahier avec son petit cahier, elle dessine, et si elle dessine pas, je la fais participer généralement, donc je lui dis voilà, bon toi tu vas aller me chercher ci, tu vas aller me chercher ça, et puis elle participe, elle met dans le caddie, elle met pour payer, elle donne la carte, elle aime bien payer, et les autonomiser là-dessus, ça marche à tous les coups. Rendre la chose ludique quand vous voyez que l'enfant est un peu énervé, il commence à avoir des colères, vous le faites participer et généralement ça passe quoi. Quelle place laisser à nos propres émotions face à l'enfant? C'était une belle question. Ouais, c'est une belle question. Alors pour moi, c'est hors de question pour moi que je fasse porter mes émotions à mon enfant. C'est-à-dire que de le rendre coupable de mes émotions, de ah là, tu te rends compte comment tu rends triste maman, parce qu'on se rend pas compte en fait, mais pour eux, quand ils sont tout petits, ils mesurent pas en fait la part des choses de en fait cette tristesse elle t'appartient, ça peut être vite, c'est à cause de moi que maman est triste, que maman est en colère. Par contre, c'est très important aussi de mettre des mots sur nos émotions. Il y a des façons de faire. Moi par exemple, quand il y a une situation qui m'échappe, je vais expliquer à Gaspard, voilà, je te laisse en sécurité ici, je vais aller dehors, souffler, ce n'est pas de ta faute, mais là maman elle a besoin d'apprendre à respirer, et on fait 3 minutes quand il est en sécurité ou avec quelqu'un d'autre, je vais respirer, je reviens, parce que ça me concerne en fait, c'est moi qui à ce moment-là ai eu un trop plein pour plein de choses. Ça peut être des événements stressants, ça peut être le boulot qui prend beaucoup de place, ça peut être un manque de sommeil, et lui ça va être l'élément déclencheur, mais c'est
hors de question voilà, qui porte ça. Par contre, au-delà des émotions, il y a les besoins. Et ça, c'est quelque chose dont je parle énormément. Vous devez vraiment, quand vous êtes parent, prendre soin de vous, même quand vous n'êtes pas parent, mais encore plus quand vous êtes parent, pour moi, prendre soin de vous, c'est fondamental, c'est primordial. Et moi, quand j'ai eu une période où ça a été très très intense niveau boulot, niveau perso, niveau tout, bon, j'ai fait la Miracle Morning où je me levais 1 heure plus tôt le matin, des fois je me levais à 5 heures, des fois voilà, 6 heures, et pendant une demi-heure, je faisais que de la méditation, du yoga, des trucs qui me faisaient du bien. Il y a aussi ce truc-là d'arriver à déléguer. Vraiment, ça a été moi pendant des années, j'ai jamais délégué, et surtout quand on est auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court, c'est très difficile. On en parlait encore toutes les deux. Ouais. C'est très compliqué, mais c'est très important parce qu'en fait, vous ne pouvez pas prendre soin de votre enfant si vous ne prenez pas soin de vous. Si votre réservoir il est vide, c'est impossible de donner à votre enfant, et vous allez limite même parfois développer des sentiments de lui en vouloir en fait. C'est la métaphore que Isabelle Fiozet elle utilise toujours quand tu es dans l'avion, qu'il y a voilà, une catastrophe ou une turbulence. En fait, si tu dois mettre d'abord ton masque à oxygène avant de pouvoir mettre celui de ton enfant. Et c'est exactement pareil pour moi. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, je suis pas. Moi, je pense qu'il est important de déculpabiliser les parents. Je vais vous le dire clairement, j'ai déjà crié sur Ella, j'ai déjà craqué. Avant d'en venir à trouver toutes ces solutions que j'utilise maintenant avec Ella, je suis passée par des phases où je savais pas comment réagir, où j'avais tendance à me mettre à crier parce que c'était la seule façon pour moi de réagir à ce moment-là. D'extérioriser aussi. Et par contre, quand ça m'est arrivé, ce que je fais, c'est que je l'explique à Ella. Voilà, maman, désolée, maman, elle aurait pas dû crier, maman, elle était fatiguée, maman, elle a beaucoup travaillé, c'était difficile aujourd'hui pour moi. Du coup, toi, quand tu t'es mis à être énervée, ça m'a énervée, voilà, j'aurais pas dû. Mais si j'explique pas ça à ma fille, elle peut pas le comprendre en fait. Clairement, c'est important aussi quand, par exemple, là, il y a pas longtemps, elle a dit une phrase à la maîtresse qui était un peu, pour la maîtresse, un peu insolente. La première chose que j'ai expliqué à Ella, c'est « moi aussi, ça m'arrive. On a des émotions, on peut être en colère. Des fois, moi aussi, je dis des phrases que je regrette. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ?» Moi, ce que je fais, je lui ai dit, je réfléchis. Est-ce que j'aurais dû dire ça? Peut-être que je devrais, parce que j'ai fait de la peine à la personne, je vais lui dire pardon, et voilà, essayer de lui faire comprendre que nous aussi on a des émotions, qu'on ne peut pas être parfait, qu'on ne peut pas lui demander d'être parfaite si nous-mêmes on a ce genre de comportement. Donc voilà, essayer de comprendre et lui expliquer que c'est normal. Bon, alors la question aussi qui est pas mal revenue, c'est quelle était notre position par rapport au Père Noël, parce que je pense qu'on a deux positions différentes sur le sujet. C'est pour ça que tout à l'heure je disais on n'est pas toujours d'accord, parce qu'il y a des choses comme ça où je pense que chacun a son avis sur la question, donc c'est clairement personnel en fait. Je sais que vous avez, de ce que j'ai compris, l'intention de dire la vérité aux questions que posera Gaspard par rapport au Père Noël. En fait, nous, c'est pour nous, pas que la petite souris, le Père Noël, tout ça. Moi, j'ai pas envie de mentir, donc je ne vais pas inventer d'histoire de c'est le Papa Noël qui va venir t'apporter des cadeaux, etc. Par contre, la magie de Noël, pour nous, c'est hyper important. Elle passe par le partage, elle passe par les moments en famille, elle passe par la volonté de chercher quelque chose qui va faire plaisir à l'autre, par le calendrier de l'Avent, par le sapin, etc. Il ne s'agit pas du tout de zapper ça de son enfance, pas du tout. Et je pense que, personnellement, la magie de Noël, elle réside un peu dans tout ce que je viens de dire, et pas seulement dans le fait qu'il y a un monsieur qui va venir te déposer des cadeaux et si t'es sage et compagnie. Par contre, si un jour Gaspard il a envie de croire au Père Noël, parce que en discutant avec des parents qui avaient la même démarche que nous, c'est arrivé que l'enfant dise moi j'ai envie d'y croire. Parce que les autres y croient, parce que les gens exactement, et jamais de la vie je me permettrais de dire non, n'y crois pas, c'est un mensonge, etc. Moi je n'ai pas envie de mentir à mon enfant. Par contre, si lui il a envie d'y croire parce que les autres y croient, parce que il n'y a aucun souci, et comme tout le reste, l'idée c'est pas de lui enlever, parce que c'est l'argument qui revient beaucoup, oui mais moi c'est la magie de l'enfance, l'innocence, etc.
pour moi, l'imaginaire ne passe pas par le mensonge, la magie de Noël ne passe pas non plus seulement par ce côté du monsieur qui va t'offrir des cadeaux. En plus, je trouve qu'il y a un truc un peu matérialiste du côté Noël, où à Noël, voilà, tu peux avoir plein de choses. Et pour moi, en fait, ça dévie aussi, pour moi, la vraie nature de Noël, qui est le partage, la bonne cuisine en famille, voilà. Et du coup, ça a été une décision commune avec Samuel. Moi, je sais que quand j'ai été enfant et que j'ai compris que le prénom Noël n'existait pas, ça n'a pas été un souvenir heureux pour moi. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire vivre ces fêtes-là de cette façon. Après, oui, c'est complètement personnel, mais bon, écoute, je pense qu'on saura comment Gaspard l'a vécu dans quelques années, mais nous, ouais, c'est notre position. Alors, moi, ma position est différente. J'entends complètement ce que dit Léa et je suis en partie d'accord parce que je me souviens encore du jour où j'ai appris que le Père Noël n'existait pas et genre j'étais en mode crise de nerfs sur ma mère. Pourquoi tu m'as menti? Genre j'étais trahie. Clairement, je le sais, et je sais très bien que Ella, ça va être encore pire parce qu'elle a un caractère bien trempé là-dessus. Mais avec Nico, on adore Noël. Vous savez que c'est genre notre passion, Noël. On est voilà, c'est notre le moment de l'année qu'on attend le plus avec Nico. On est des gamins là-dessus. Et personnellement, j'ai plus de souvenirs heureux de toute cette magie du Père Noël, etc. de quand j'étais petite, que cet unique souvenir malheureux, on va dire. Et Nico également, lui quand il te raconte, il m'a raconté plein de fois ses souvenirs d'enfance. Il y a des souvenirs qui reviennent, comme le jour où sa mère lui a fait se lever en disant regarde, il est en train de déposer les cadeaux. Et il se souvient même pas du jour où il a appris que le Père Noël n'existait pas, Nico. Donc c'est vraiment pour lui un truc, genre c'était comme nous, enfin comme moi, pour moi je pense vraiment des moments hyper joyeux. Et les films de Noël, voilà, avec le Papa Noël, on se l'imagine comme on veut nous. Pour moi, il n'y a que quand on est enfant qu'on a la chance de pouvoir croire en tout ça, parce que la vérité nous rattrape vite, hein. Et du coup, pour moi, j'ai envie de lui faire connaître cette magie, même si c'est pas réel en fait. Ouais. Voilà. Après, je comprends que c'est un mensonge et que voilà. Oui, mais au final, moi c'était plus ce truc de, en fait, c'est pas l'enfant qui croit, c'est toi qui fais croire à l'enfant. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends totalement ta position. Ouais, après, je pense qu'on a deux positions différentes et que c'est pas. On va pas se battre à qui a raison, qui a tort. Je pense que en fait, tout le monde l'appréhende d'une manière et chacun fait ce qu'il veut dans son foyer, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. La dernière question, c'était après avoir passé une semaine ensemble, avez-vous appris l'une de l'autre en termes d'éducation ou en général ou même vu qu'on se suit quand même mutuellement depuis des années, est-ce qu'on a appris l'une de l'autre? Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont paru bien sur l'éducation de nos enfants ou auxquels on n'aurait pas pensé, etc. Moi, il y a un truc qui m'a confortée dans l'idée que je me faisais mais que je n'ai pas encore expérimenté par rapport aux écrans. Bon, je reviens toujours à Maya, mais c'est vrai que c'est une personne que je suis beaucoup, qui a fait tout un dossier thématique sur les écrans en disant qu'en fait un enfant avait un rapport aux écrans différent à partir du moment où son environnement était sain, et surtout sain dans le sens où aussi stimulant que quand il est devant un écran. Un enfant qui ne joue pas avec ses parents, qui ne sort pas, qui ne va pas se balader, qui ne fait aucune activité, etc., mais qui a accès aux écrans quand il veut, va avoir beaucoup plus de facilité à rester des heures et des heures et des heures captivé devant un écran par rapport à un enfant qui justement a tout ça, donc a la possibilité de sortir, de se dépenser, de jouer, de faire des activités manuelles, de voir des choses, de voyager. Et ben, je l'ai vraiment vu avec Ella, c'est-à-dire qu'Ella, même quand elle demande des dessins animés, jamais, très très peu de temps, enfin elle reste très très peu de temps en fait captivée devant un écran. Elle n'est jamais immobile, enfin je ne l'ai jamais vue là en une semaine immobile en train de regarder l'écran. Elle bouge, elle se lève, elle est jamais en fait ce qu'on appelle en onde alpha, c'est-à-dire un enfant qui est vraiment... l'onde alpha c'est un peu quand le cerveau se met un peu en hypnose entre guillemets, c'est
même ressenti, enfin je sais pas comment expliquer, je vulgarise, mais l'idée c'est cet état en fait dans lequel on voit l'enfant comme ça, où vous l'appelez, il répond pas, il est vraiment hypnotisé par la télé, ouais. voilà. Et là jamais je l'ai vu comme ça en une semaine, même quand elle demandait des dessins animés, et elle la demande entre guillemets. Ouais, on lui veut pas de stop. Il y a des moments où, si moi j'estime que la télé est allumée trop longtemps, je vais dire non, on va la couper parce que c'est en fait, elle la regarde plus. Mais en fait, en réalité, elle ne la regarde pas vraiment. Mais non, elle la regarde pas. Et moi, j'ai été. Et en plus, elle demande toujours le même dessin animé qui tourne en boucle, mais c'est genre comme un. Je sais pas, pour elle, c'est peut-être rassurant, j'en sais rien. Après, dans un mois, elle va passer à autre chose. Du coup, elle reste pas. Même quand il n'y a pas Gaspard, je te le dis, hein, clairement, elle a toujours la même attitude par rapport à la télé. C'est vachement rassurant. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a vraiment rassurée et je pense que je serais beaucoup moins aussi catégorique que je pouvais l'être sur les écrans et tout. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'écoutais tes podcasts et tout, c'est très intéressant. Et effectivement, je pense que Ella n'a pas été mise devant la télé trop jeune non plus. Non. Il y avait la télé allumée à la maison, mais on l'a jamais mise devant des dessins animés pour genre en gros la garder en mode nounou. Mais ça se voit vraiment, elle a un rapport hyper sain, enfin moi ce que j'ai vu et ça voilà. Et c'est vrai que quand tu disais dans des podcasts, et là je pense que tu reviens un peu en expliquant pourquoi certains enfants oui et d'autres non, et là, clairement, elle était hyper en avance sur la parole, elle a toujours très bien parlé, s'est très bien exprimée, alors qu'elle était confrontée à des écrans. Alors par contre, on parle d'écran, je parle de la télé. Et là, à 4 ans, elle n'a pas d'iPad, elle n'a pas de tablette. Pour moi, c'est non négociable. Elle a accès à mon téléphone uniquement quand je lui passe le peigne à poux, parce que c'est le seul moment où la pauvre, il faut qu'elle ne bouge pas et que c'est très embêtant pour elle, donc je lui laisse les dessins animés. Ou Chantal Goya, voilà, qui chante, ça lui plaît, ou dans l'avion, voilà. Lors des transports où vraiment, parce qu'on fait des longs courriers, on a fait des 30 heures de vol, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, clairement elle a passé 90% de son temps à faire des activités manuelles et 10% sur l'écran, mais il y a un moment donné où c'est quand même une solution pour moi, mais pas à la demande au quotidien. Par contre la télé, oui. Je choisis les programmes adaptés, j'essaie de faire en sorte qu'elle regarde des choses intéressantes, et après elle ne reste pas devant. Non, mais elle s'autorégule, mais parce que vous lui offrez un environnement qui est hyper complet et attractif pour elle, et c'est vrai. Après oui, concrètement, et là elle a qu'une hâte le matin, c'est de sortir. Oui, voilà. Elle veut bouger, donc ça c'est cool. Et moi je dirais qu'également on a pas mal appris de vous cette semaine, comme je le disais, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils n'ont pas les connaissances. Clairement je pense qu'on se renseigne énormément en amont avant d'avoir un enfant et qu'après l'enfant arrive, on est déjà préparé. Et quand je vois Sam et toi qui réagissez de la même manière avec Gaspard, à être très à l'écoute de ses besoins, à prendre sur soi en fait dans toutes les situations, à essayer de se mettre à sa place. Voilà, il y a la réaction de, par exemple, on m'a aussi posé cette question, comment réagir quand un enfant tape, tire les cheveux, etc. Ouais, Gaspard il est grave dans cette période. Alors il tape pas, mais il tire les cheveux, mais en fait il le fait pas méchamment. Comment réagir, etc. Vous avez la bonne posture, vous êtes toujours dans l'accompagnement, toujours à lui expliquer les choses, même s'il faut les expliquer 40 millions de fois, ça finira par rentrer à un moment donné. À essayer voilà, ils sont pas dans la posture où on laisse tout faire et puis il a le droit de tout faire, pas du tout, parce que les gens font un raccourci là-dessus, t'es bienveillant, t'as une négation positive, ton enfant a le droit de tout faire, pas du tout. Clairement, il n'a pas le droit de tout faire, Gaspard, et là non plus n'a pas le droit de tout faire. Il y a des règles, il y a des limites. Ça veut rien dire tout faire, enfin, je veux dire, sinon pour moi c'est même de la négligence. Tu laisses ton enfant tout faire, tu veux dire que tu le laisses vivre tout seul. C'est ça en fait. En fait, il y a des limites, il y a des choses à faire, mais il y a aussi des manières de le faire, et je pense que quand un enfant, par exemple, il tire les cheveux, on essaie de comprendre pourquoi dans un premier temps il tire les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, et en fait, vu qu'il ne s'exprime pas, il exprime sa frustration comme ça quand il n'est pas d'accord ou quand il... Des fois on n'a même pas compris pourquoi, mais voilà, c'est une manière de s'exprimer. Mais Gaspard a très bien compris, il montre lui-même, je peux me tirer les cheveux à moi mais pas aux autres, voilà, il fait beaucoup de gestes. Et là, le fait que vous lui ayez appris à signer aussi, à faire des signes pour s'exprimer, ça marche hyper bien. Parce qu'on voit que ce petit, il comprend tout et vous avez évité beaucoup de frustration, je pense, grâce aux signes. Les signes, parce qu'en fait, clairement, il signe maintenant depuis
6 mois, hein. Depuis ses 1 an, il signe. Et des signes qui sont encore terminés, etc. C'est des signes qui aident beaucoup parce que pour le bain, pour le repas, j'ai encore faim, j'ai plus faim. Voilà, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place, honnêtement, c'est pas des signes compliqués. Et pourtant, ouais, ça peut aider beaucoup de parents. Mais ouais, moi, tous les parents qui sont sensibles à ça, je vous invite à vous renseigner parce que c'est hyper bien. C'est hyper bien parce que, par exemple, Gaspard, souvent, il va répondre oui à des questions à laquelle tu te dirais qu'il va répondre non. Par exemple, tu veux aller dormir, il va te dire oui. Ouais. Est-ce que tu as envie de ça? Il va dire oui, et s'il dit non, vous réagissez pas de la même manière, quoi. C'est bien aussi de demander son avis à un enfant parce qu'il va faire les choses beaucoup plus facilement et avec envie que si on lui impose. En fait, c'est ce que j'ai clairement ressenti cette semaine avec Gaspard, c'est que même petit comme ça, leur demander leur avis, ça facilite grandement les choses. En fait. Parce qu'on a beaucoup, dans l'inconscient collectif, on a vraiment l'impression qu'un enfant n'est pas capable de cerner ses besoins. Et en fait, le froid, le chaud, j'ai faim, j'ai soif, il y a des situations où vraiment, oui, nous on a super froid et eux ils bougent tellement qu'ils ont chaud et qu'en fait ils sont capables de dire là j'ai froid, je vais mettre un pull. Gaspard il est pieds nus H24. Mais c'est compliqué parce qu'on a peur en fait pour eux et encore une fois on veut leur bien donc on a toujours ce... Ouais, on veut leur imposer des choses face à nos peurs à nous en fait. C'est ça. Et le lâcher prise. Le lâcher prise c'est vraiment... Et moi j'y travaille parce que j'ai eu cette éducation avec Ella où j'étais très... on était vraiment dans la positivité tous les jours et tout avec Ella quand elle était bébé et puis après on est arrivé face à ces conflits et des fois on réagissait pas de la bonne manière et plus elle a grandi, plus je me suis remis en question et plus j'ai lâché prise sur cette situation. Je suis impressionnée, je trouve que même quand elle a des tempêtes ou quoi ou des crises, ça dure très peu de temps et vous êtes vachement à son écoute et moi j'étais impressionnée. Après je pense que chaque enfant gère les choses différemment mais que si on est à son écoute, ça se passe généralement beaucoup plus facilement en fait. Et aussi leur faire des choses. Pour moi c'est hyper important. Faites-les sortir la nature. Moi et là, je m'impose depuis qu'elle est née de la faire sortir tous les jours de sa vie. Il n'y a pas une journée où on reste enfermé. Qu'il pleuve, qu'il neige. Voilà. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Ouais, c'est ça. Mais clairement, parce qu'en fait, à la maison, un enfant, au bout d'un moment, il pète un plomb. Clairement, il pète. Mais on le voit, parce qu'ils sont ensemble au début, tout va bien. Et puis au bout d'1 heure ou 2, là, on commence à avoir des situations compliquées. Parce qu'il faut passer à autre chose. Il faut les occuper, il faut les emmener partout avec vous. Et nous, c'est clairement quelque chose qu'on a fait depuis sa naissance. On l'a emmené partout avec nous. Et le fait d'être habitué à nous suivre et à voyager et à faire plein de choses, tout se passe beaucoup mieux parce qu'on a pris cette habitude. Donc voilà, ça c'est un truc, un tips qui marche bien. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il y aura encore plein de questions et peut-être qu'on vous fera une version 2 de cette vidéo une autre fois. Parce que moi j'aimerais beaucoup qu'on aborde l'éducation en famille et tout, l'instruction en famille, tout ça. Mais on en reparlera, je pense, dans une prochaine vidéo peut-être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir participé, c'était cool. N'hésitez pas du coup à la liker, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne de Léa. Je vous mets de toute façon les réseaux sociaux de Léa et Sam en barre d'infos. Il faut les rejoindre parce qu'ils sont ils partagent des choses hyper cool. Il y aura une vidéo aussi sur la chaîne de Léa, je pense qu'on va publier ces 2 vidéos en même temps sur un autre sujet, tout autre sujet, mais qui devrait être plutôt cool. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.